25 juillet 1995. Il est un peu plus de 17 heures. Comme chaque jour, des milliers de voyageurs empruntent le RER B pour rentrer chez eux. À la station Saint-Michel-Notre-Dame, en plein cœur de Paris, une violente explosion déchire une rame bondée. Le souffle est dévastateur. Les vitres volent en éclats, la fumée envahit les quais, les cris remplacent le bruit des trains. En quelques secondes, la capitale bascule dans l'horreur. Le bilan est terrible. 8 morts et plus de 150 blessés. Pour beaucoup de Français, ce jour marque la fin d'une illusion, celle d'un pays relativement épargné par le terrorisme international. Mais ce premier attentat n'est pas un acte isolé. Au cours des semaines suivantes, plusieurs bombes explosent à Paris et en région parisienne. Stations de métro, gares, lieux publics, la peur s'installe progressivement dans le quotidien des Français. Chaque sac abandonné devient une menace potentielle. Chaque trajet dans les transports suscite l'inquiétude. Très rapidement, les enquêteurs orientent leurs recherches vers une organisation islamiste particulièrement violente. Le groupe islamique armé, plus connu sous le nom de GIA. Pourquoi la France est-elle devenue une cible ? Comment la guerre civile, qui ravage alors l'Algérie, a-t-elle fini par frapper les rues de Paris ? Qui étaient les hommes chargés d'exécuter ces attentats ? Et comment les services français sont-ils parvenus à démanteler l'un des réseaux terroristes les plus dangereux de cette époque ? Dans cet épisode de procès verbal, nous revenons sur l'une des campagnes terroristes les plus marquantes de l'histoire contemporaine de la France. Une enquête qui nous conduit de la guerre civile algérienne au couloir du métro parisien, des cellules clandestines du GIA au service antiterroriste français. Car comprendre les attentats de 1995, c'est aussi comprendre les origines d'une menace qui, 20 ans plus tard, frappera de nouveau la France avec une violence sans précédent. Pour comprendre pourquoi Paris devient une cible en 1995, il faut d'abord quitter la France et traverser la Méditerranée. Notre histoire commence en Algérie. Au début des années 80, le pays traverse une profonde crise économique. Le modèle construit après l'indépendance s'essouffle. La baisse des prix du pétrole réduit considérablement les recettes de l'État, tandis que le chômage explose, en particulier chez les jeunes. Les pénuries se multiplient, le logement manque, et une partie croissante de la population perd confiance dans le pouvoir. Depuis 1962, l'Algérie est dirigée par un parti unique, le Front de Libération Nationale, le FLN. Héros de la guerre d'indépendance contre la France, il contrôle désormais l'ensemble des institutions. Mais au fil des années, les accusations de corruption, clientélisme et d'inefficacité se multiplient. En octobre 1988, la colère éclate. Des manifestations massives secouent Alger et plusieurs grandes villes. Les forces de sécurité répriment durement le mouvement. Des centaines de personnes sont tuées ou blessées. Ce traumatisme marque un tournant. Sous la pression populaire, le président Benjedid engage des réformes politiques inédites. Une nouvelle constitution est adoptée en 1989. Elle autorise le multipartisme et met fin au monopole du FLN. Très rapidement, un nouveau mouvement domine la scène politique, le Front islamique du salut, plus connu sous le sigle FIS. Le FIS permet de lutter contre la corruption, de restaurer la justice sociale et de réformer profondément l'État. Son discours rencontre un immense succès dans une société frappée par la crise économique et le discrédit du pouvoir. Aux élections municipales de 90, puis au premier tour des élections législatives de décembre 91, le FIS remporte une victoire spectaculaire. Pour une partie de l'armée et des élites algériennes, cette perspective est inacceptable. Elle redoute qu'une victoire définitive du FIS ne conduise à l'instauration d'un régime islamiste et à la disparition du pluralisme politique. En janvier 1992, le processus électoral est interrompu. Le président Benjedid démissionne sous la pression des militaires. Le second tour des élections est annulé. Le FIS est dissous. Ses dirigeants sont arrêtés ou contraints à la clandestinité. Cette décision plonge le pays dans une spirale de violence. Une partie des militants islamistes choisit désormais la lutte armée. Plusieurs organisations clandestines apparaissent. Certaines attaquent directement les forces de sécurité, tandis que d'autres s'en prennent progressivement aux civils. Parmi elles, une organisation va bientôt se distinguer par son extrême brutalité, le groupe islamique armé, ou GIA. Refusant tout compromis, le GIA considère que quiconque soutient l'État algérien, militaires, policiers, fonctionnaires, intellectuels, journalistes, mais aussi simples citoyens, devient une cible légitime. Les assassinats se multiplient.
Les massacres de villages entiers plongent le pays dans la terreur. La guerre civile algérienne, qui fera des dizaines de milliers de victimes au cours des années 90, ne tarde pas à dépasser les frontières de l'Algérie. Pour les dirigeants du GIA, la France porte une responsabilité particulière. Ancienne puissance coloniale, partenaire du gouvernement algérien et soutien diplomatique des autorités d'Alger, elle devient un ennemi à frapper. C'est cette décision qui, quelques années plus tard, conduira le terrorisme islamiste jusque dans les rues de Paris. Au début de la guerre civile, les groupes armés islamistes ne forment pas un bloc homogène. Leurs objectifs sont similaires, renverser le pouvoir algérien et instaurer un État fondé sur leur interprétation de l'islam. Mais leurs méthodes et leurs stratégies diffèrent profondément. C'est dans ce contexte qu'apparaît en 1992 le groupe islamique armé, plus connu sous son sigle GIA. Dès sa création, le mouvement adopte une ligne radicale. Contrairement à d'autres organisations qui espèrent encore négocier ou limiter leur attaque aux forces de sécurité, le GIA rejette tout compromis. Pour ses dirigeants, il n'existe qu'une seule voie, la guerre totale. Très rapidement, son slogan résume cette stratégie: ni dialogue, ni trêve, ni réconciliation. Le GIA ne combat pas uniquement l'État. Il déclare également ennemis tous ceux qui, selon lui, soutiennent le régime. Policiers, militaires, magistrats, journalistes, enseignants, artistes, intellectuels, fonctionnaires, mais aussi simples citoyens, refusant de rejoindre la lutte armée. La notion même de civil disparaît progressivement. Cette logique entraîne une escalade de violence sans précédent. Des villages entiers sont attaqués, des familles sont massacrées, les assassinés ciblés deviennent quotidiens. La terreur devient une arme politique. Au fil des mois, le GIA attire de nombreux jeunes radicalisés, souvent issus des quartiers populaires touchés par le chômage et les frustrations sociales. Certains combattants reviennent également d'Afghanistan, où ils ont acquis une expérience militaire durant la guerre contre l'Union soviétique. Ces vétérans apportent au mouvement un savoir-faire en matière de guérilla, d'explosifs et d'organisation clandestine. Mais cette radicalisation provoque également des divisions au sein même de la mouvance islamiste. Plusieurs responsables du FIS désapprouvent les massacres de civils. D'autres groupes armés estiment que le GIA nuit à leur cause en multipliant les atrocités. Malgré ces critiques, le GIA poursuit son offensive. Ses dirigeants considèrent que la peur constitue leur arme la plus efficace. Ils veulent démontrer que l'État est incapable de protéger sa population. À partir de 1993, le mouvement franchit une nouvelle étape. Les étrangers présents en Algérie deviennent à leur tour des cibles. Journalistes, techniciens, religieux et coopérants sont assassinés. Les autorités françaises recommandent progressivement à leurs ressortissants de quitter le pays. Cette internationalisation de la violence ne doit rien au hasard. Le GIA accuse ouvertement la France de soutien des autorités algériennes sur le plan politique, économique et militaire. Dans les communiqués diffusés clandestinement, Paris est désormais présenté comme un ennemi à part entière. Les dirigeants du mouvement sont convaincus qu'en frappant le territoire français, ils pourront affaiblir le soutien de la France au gouvernement algérien et provoquer un choc politique majeur. Pour eux, la guerre ne doit plus se limiter à l'Algérie. Elle doit désormais traverser la Méditerranée. Quelques mois plus tard, cette stratégie prendra une forme spectaculaire, avec une première opération destinée à frapper directement les intérêts français. Le détournement du vol Air France 8969 en décembre 1994. Cet événement marque le véritable prélude à la campagne d'attentats qui ensanglantera la France durant l'été 1995. Pourquoi le GIA décide-t-il de porter la guerre sur le territoire français ? La réponse tient à la fois à l'histoire, à la géographie et au choix politique de Paris. Depuis l'indépendance de l'Algérie, en 1962, les relations entre les deux pays restent étroites. La France demeure le principal partenaire économique de son ancienne colonie. Des millions de personnes circulent régulièrement entre les deux rives de la Méditerranée. Les liens familiaux, culturels et commerciaux sont considérables. Mais aux yeux du GIA, cette proximité fait de la France un ennemi privilégié. L'organisation accuse Paris de soutenir le gouvernement algérien dans sa lutte contre les groupes islamistes.
Même si la France n'intervient pas directement dans le conflit, elle apporte un soutien diplomatique aux autorités d'Alger, renforce sa coopération policière et partage des renseignements avec les services algériens. Pour les chefs du GIA, cela suffit. Ils estiment que la France est devenue un acteur du conflit. Leur objectif est alors double. D'une part, faire pression sur le gouvernement français afin qu'il rompe avec Alger. D'autre part, démontrer que nul n'est à l'abri, même au cœur de l'Europe. La stratégie est claire, exporter la peur. Le GIA espère qu'en frappant des civils français, il provoquera une crise politique majeure, divisera l'opinion publique et contraindra Paris à modifier sa politique étrangère. Mais il existe une autre raison. La France abrite l'une des plus importantes communautés d'origine algérienne au monde. Cette présence offre aux réseaux clandestins un environnement dans lequel il est plus facile de circuler, de trouver des relais logistiques, de fabriquer de faux papiers ou de se procurer du matériel. Il ne s'agit pas d'un soutien de la population. L'immense majorité des Franco-Algériens rejette la violence et condamne le terrorisme. Cependant, quelques individus radicalisés permettent au GIA de constituer des cellules discrètes, capables de préparer des opérations sans attirer immédiatement l'attention. Les services de renseignement français prennent progressivement conscience de cette menace. Dès 1993, plusieurs réseaux islamistes sont démantelés, des arrestations ont lieu, des surveillances sont renforcées et les échanges d'informations avec les autorités algériennes s'intensifient. Mais le GIA adopte rapidement ces méthodes. Les cellules sont compartimentées, les communications sont limitées, les exécutants connaissent rarement l'ensemble du réseau. L'organisation devient plus difficile à infiltrer. En décembre 1994, le GIA franchit un sol décisif. 4 hommes armés détournent le vol Air France 89-69 à Alger. Leur véritable objectif n'est pas seulement de prendre des otages. Les enquêteurs découvriront plus tard qu'ils projetaient de faire exploser l'appareil au-dessus de Paris, provoquant une catastrophe d'une ampleur inédite. L'intervention du GIGN à Marseille met fin au détournement après un assaut spectaculaire. L'opération est un succès, mais elle constitue aussi un avertissement. Le GIA comprend qu'il devra changer de stratégie. Puisqu'il lui est impossible de faire exploser un avion au-dessus de la capitale française, il choisit une autre méthode. Multiplier les attentats à la bombe dans les transports en commun et les lieux publics. Quelques mois plus tard, le 25 juillet 1995, cette menace devient une réalité. Une bombe explose dans une rame du RER B à la station Saint-Michel-Notre-Dame. La campagne terroriste contre la France vient de commencer. Le 25 juillet 1995 ressemble d'abord à une journée ordinaire. En cette fin d'après-midi estivale, des milliers de Franciliens empruntent le RER B pour rentrer chez eux. Les touristes sont nombreux dans le quartier de Saint-Michel, à 2 pas de Notre-Dame. Les quais sont bondés. Les rames circulent normalement. Rien ne laisse présager la catastrophe. À 17h30, une rame en provenance de l'aéroport de Roissy entre dans la station Saint-Michel-Notre-Dame. Quelques secondes plus tard, une explosion d'une violence exceptionnelle déchire le train. La bombe, dissimulée dans une bonbonne de gaz remplie d'explosifs et de projectiles métalliques, explose au milieu des voyageurs. Le souffle pulvérise les vitres. Les portes sont arrachées, le plafond de la rame s'effondre partiellement. Les éclats de métal se transforment en véritables projectiles. La fumée envahit immédiatement les wagons et les quais. Dans la pénombre, les survivants cherchent une issue. Certains tentent d'ouvrir les portes à main nue, d'autres portent secours aux blessés malgré la confusion. Les premiers témoins décrivent une scène de guerre. Des corps gisent au sol, les sirènes des pompiers, du SAMU et de la police retentissent quelques minutes plus tard. Très rapidement, les secours mettent en place un important dispositif d'évacuation. Le bilan est lourd. 8 personnes perdent la vie, plus de 150 autres sont blessées, parfois très grièvement. Pour les autorités françaises, il ne fait presque aucun doute qu'il s'agit d'un attentat. Quelques heures seulement après l'explosion, les enquêteurs de la brigade criminelle, la direction de la surveillance du territoire, la DST, et de la division nationale antiterroriste commencent à travailler ensemble. Le procureur de Paris ouvre immédiatement une enquête pour acte de terrorisme. Sur place, les spécialistes de la police scientifique récupèrent les fragments de la bombe. L'analyse révèle un mode opératoire inédit pour la France de cette époque. Une bonbonne de gaz remplie d'explosifs artisanaux et des centaines de boulons destinés à maximiser les blessures. Ce type de fabrication correspond aux méthodes déjà utilisées par plusieurs groupes islamistes durant la guerre civile algérienne.
Les soupçons se portent rapidement sur le groupe islamique armé, le GIA. Dès le lendemain, la France entre dans un état d'alerte sans précédent. Les gares, les stations de métro, les aéroports et les bâtiments publics sont placés sous haute surveillance. Des militaires patrouillent dans les rues. Les contrôles se multiplient. Pour la première fois depuis longtemps, les Français prennent conscience que le terrorisme peut frapper n'importe où, n'importe quand. Mais ce premier attentat n'est que le début. Les enquêteurs savent déjà qu'ils ont probablement affaire à un réseau organisé. Ils ignorent encore combien de bombes ont été préparées, ils ignorent où frapperont les terroristes. Une seule certitude s'impose désormais, la campagne terroriste ne fait que commencer. Après l'attentat de Saint-Michel, les autorités françaises espèrent avoir affaire à une attaque isolée. Elles se trompent. Très vite, une évidence s'impose. Le GIA a lancé une véritable campagne terroriste contre la France. Son objectif n'est plus seulement de tuer, il s'agit désormais d'installer un climat permanent de peur. Chaque lieu fréquenté par le public peut devenir une cible. Chaque trajet en métro ou en RER est désormais vécu avec inquiétude. Le 17 août 1995, moins d'un mois après l'attentat de Saint-Michel, une nouvelle bombe explose à Paris. Cette fois, elle est placée dans une poubelle, avenue de Friedland, à proximité de la place Charles de Gaulle et de l'Arc de Triomphe. L'explosion fait 17 blessés. Le mode opératoire est similaire. Une charge artisanale destinée à provoquer un maximum de dégâts. Le message est clair. Les terroristes peuvent frapper partout. Le 26 août, une nouvelle bombe est découverte sur les voies du TGV Lyon-Paris. Par chance, elle est repérée avant son explosion. Son désamorçage confirme que les terroristes poursuivent leur offensive. Quelques jours plus tard, le 3 septembre, une autre bombe explose sur un marché du boulevard Richard-Lenoir, dans le 11e arrondissement de Paris. Plusieurs personnes sont blessées. Le choix de la cible n'est pas anodin. Il ne s'agit plus seulement des transports, le GIA cherche désormais à frapper les lieux de la vie quotidienne. Les marchés, les rues commerçantes, les espaces publics. Le 7 septembre, une nouvelle explosion survient dans une école juive de Villeurbanne, près de Lyon. L'attentat fait plusieurs blessés. Là encore, les enquêteurs retrouvent les mêmes caractéristiques techniques. Des explosifs artisanaux, des bonbonnes de gaz et des éléments métalliques destinés à accroître le nombre de victimes. Le 6 octobre, une autre bombe explose dans le métro parisien, à la station Maison-Blanche, sur la ligne 7. Une rame est touchée, plusieurs voyageurs sont blessés. La scène rappelle tragiquement celle de Saint-Michel. À chaque nouvelle attaque, la tension monte d'un cran. Dans les gares, les annonces invitent les voyageurs à signaler tout colis abandonné. Des militaires patrouillent dans les stations de métro. Les contrôles de police se multiplient. Le gouvernement renforce progressivement les mesures de sécurité. Les Français découvrent un mot qui deviendra bientôt familier, Vigipirate. Mis en place quelques années plus tôt, ce dispositif est considérablement renforcé après les attentats. Des milliers de policiers, de gendarmes et de militaires sont mobilisés pour protéger les lieux sensibles. Pourtant, malgré ce déploiement exceptionnel, les terroristes semblent toujours avoir une longueur d'avance. Chaque nouvel attentat nourrit l'angoisse. Les médias diffusent en continu les images des explosions, des secours et des enquêtes. Les rumeurs circulent, les fausses alertes à la bombe se multiplient. La peur s'installe durablement dans le quotidien des Français. Mais pendant que le pays vit au rythme des explosions, les enquêteurs progressent discrètement. Les analyses scientifiques, les écoutes téléphoniques et la coopération entre les services secrets et algériens commencent à dessiner les contours d'un réseau clandestin. Peu à peu, un nom revient avec insistance. Celui d'un jeune de 24 ans, né en Algérie et installé depuis son enfance en France. Un homme qui va bientôt devenir l'ennemi public numéro 1. Khaled Kelkal. Pendant que les attentats succèdent, les enquêteurs savent qu'ils affrontent un réseau organisé. Mais une question demeure. Qui fabrique les bombes ? Qui les dépose ? Et surtout, qui dirige les opérations depuis la France ? Pendant plusieurs semaines, les investigations avancent lentement. Chaque fragment d'explosif, chaque empreinte et chaque témoignage sont minutieusement analysés. Peu à peu, un nom apparaît. Khaled Kelkal. Né en 1971, près de Mostaganem, en Algérie, il arrive très jeune en France avec sa famille. Il grandit dans la banlieue lyonnaise, à Vaux-en-Velin, où il passe une enfance marquée par les difficultés sociales et la délinquance. Adolescent, il accumule les petits délits, cambriolage, vol, violence. Il effectue plusieurs séjours en prison. C'est derrière les barreaux que son parcours prend un tournant.
Au contact de détenus islamistes radicaux, Kelkal se rapproche progressivement d'une vision extrémiste de l'islam. À sa sortie, il fréquente des réseaux liés au groupe islamique armé, le GIA, qui cherche alors à recruter des militants en France. Les enquêteurs établiront plus tard qu'il participe à la logistique du réseau. Repérage, transport de matériel, fabrication d'engins explosifs et préparation d'opérations. À la fin de l'été 1995, un élément décisif fait basculer l'enquête. Sur une bonbonne de gaz utilisée dans un attentat manqué contre une ligne de TGV, les policiers découvrent une empreinte digitale. L'analyse est sans appel. Elle appartient à Khaled Kelkal. Pour la première fois, les services antiterroristes disposent d'un suspect identifié. Son visage est diffusé dans toute la France, télévision, journaux, affiches. En quelques jours, Khaled Kelkal devient l'homme le plus recherché du pays. Une vaste chasse à l'homme est lancée. Des centaines de policiers, de gendarmes et de militaires quadrillent la région lyonnaise. Les surveillants se multiplient autour de ses proches et des lieux qu'il fréquentait. Le 29 septembre 1995, les gendarmes repèrent Kelkal dans les monts du Lyonnais, près de Vaugneray. Tentative d'interpellation est engagée, mais le suspect refuse de se rendre. Selon les autorités, il ouvre le feu sur les gendarmes. Ces derniers ripostent, gravement blessés. Kelkal meurt quelques instants plus tard. La scène est filmée par une équipe de télévision présente à proximité. Les images sont diffusées dans les journaux télévisés. Elles provoquent immédiatement une vive polémique. Certains estiment que les forces de l'ordre n'avaient pas d'autre choix face à un homme armé et considéré comme extrêmement dangereux. D'autres s'interrogent sur les circonstances exactes de sa mort et sur l'usage de la force. Le débat dépasse rapidement le simple cadre juridique. Il porte sur les méthodes de la lutte antiterroriste, sur les limites de la légitime défense et sur la pression considérable qui pèse alors sur les forces de sécurité. La mort de Kelkal constitue un tournant majeur. Elle prive le réseau d'un acteur important, mais elle ne met pas immédiatement fin à la menace. Les enquêteurs savent, désormais, que Kelkal n'agissait pas seul. Derrière lui se cachent des complices, des logisticiens et des commanditaires. Il reste à identifier l'ensemble de la filière. L'enquête ne fait que changer de dimension. La mort de Kelkal constitue une victoire importante pour les forces de l'ordre. Mais elle ne résout pas l'affaire. Au contraire, les enquêteurs savent désormais que les attentats de 1995 ne sont pas l'œuvre d'un homme isolé. Derrière Kelkal se cache une organisation structurée, capable de recruter, de financer ses opérations et de fabriquer des explosifs, en coordonnant plusieurs attaques simultanément. L'objectif devient alors clair, démanteler l'ensemble du réseau. Pour y parvenir, la France mobilise l'ensemble de son appareil antiterroriste. La direction de la surveillance du territoire, la DST, les renseignements généraux, les RG, la police judiciaire, la division nationale antiterroriste, les laboratoires de police scientifique et les magistrats spécialisés travaillent désormais de manière étroite. À cette époque, la justice antiterroriste française est largement centralisée autour d'un homme, le juge Jean-Louis Bruguière. Magistrat spécialisé dans les affaires de terrorisme, il coordonne une grande partie des investigations judiciaires et développe une méthode fondée sur la coopération étroite entre magistrats, policiers et services de renseignement. Les enquêteurs exploitent chaque indice. Les analyses ADN restent encore limitées dans les années 90, mais les empreintes digitales, les expertises balistiques, les résidus d'explosifs, les écoutes téléphoniques et les surveillances permettent progressivement de reconstituer le fonctionnement du réseau. Les investigations révèlent que plusieurs cellules clandestines sont implantées entre la région lyonnaise, la région parisienne et la Belgique. Leur organisation est volontairement compartimentée. Chaque membre ne connaît qu'une partie de l'opération. Cette méthode rend le réseau particulièrement difficile à infiltrer. Parallèlement, la coopération internationale s'intensifie. Les services français échangent quotidiennement des informations avec leurs homologues algériens. Malgré les tensions politiques entre les deux pays, cette coopération permet d'identifier plusieurs responsables du GIA et de mieux comprendre les liens existants entre les cellules françaises et les dirigeants de l'organisation installés en Algérie. Peu à peu, les arrestations se multiplient, des appartements servant de cache sont découverts, des explosifs, des détonateurs, des faux papiers et du matériel de propagande sont saisis. Les enquêteurs mettent également au jour des circuits de financement destinés à soutenir les activités clandestines du réseau. Ces découvertes confirment que la campagne d'attentats de 1995 avait été soigneusement préparée
depuis plusieurs mois. Le GIA ne comptait pas s'arrêter après quelques explosions. Son ambition était d'installer durablement la terreur sur le territoire français. Face à cette menace, les autorités adaptent profondément leur doctrine. Les services de renseignement renforcent la surveillance des filières islamistes radicales. Les échanges d'informations entre police, justice et renseignement deviennent plus rapides. Les procédures antiterroristes sont modernisées. Cette évolution marque le début d'une nouvelle approche de la lutte contre le terrorisme, fondée sur l'anticipation autant que sur la répression. Au terme de plusieurs années d'enquête, les magistrats estiment avoir identifié la plupart des principaux membres des cellules responsables des attentats. Reste désormais à les traduire devant la justice. Le procès qui s'ouvre quelques années plus tard devient l'un des plus importants procès antiterroristes de l'histoire judiciaire française. Les attentats de 1995 constituent un véritable test pour les services de renseignement et les forces de sécurité françaises. Depuis plusieurs années déjà, les autorités suivent avec inquiétude l'évolution de la guerre civile algérienne. Les services savent que certains groupes islamistes cherchent à développer des réseaux en France. Plusieurs filières ont d'ailleurs été démantelées au début des années 90. Mais l'ampleur de la menace reste difficile à mesurer. À l'époque, la lutte antiterroriste repose principalement sur plusieurs acteurs. La Direction de la surveillance du territoire, DST, est chargée du contre-espionnage et de la lutte contre les menaces pesant sur la sécurité nationale. Les renseignements généraux, les RG, surveillent les mouvements politiques, religieux et sociaux susceptibles de présenter un risque pour l'ordre public. La Division nationale antiterroriste mène les enquêtes judiciaires sur les actes terroristes, tandis que la police judiciaire intervient dans les investigations criminelles. En parallèle, la gendarmerie nationale joue un rôle essentiel dans les opérations de terrain, notamment lors de la traque de Khaled Kelkal. Enfin, les magistrats spécialisés coordonnent les procédures judiciaires afin de garantir une réponse rapide et centralisée. Malgré cette organisation, les attentats révèlent plusieurs difficultés. Les informations circulent parfois lentement entre les différents services. Certaines filières sont identifiées sans que tous les membres puissent être localisés. Les réseaux islamistes utilisent de faux papiers, changent régulièrement de domicile et fonctionnent en cellules cloisonnées, rendant leur surveillance particulièrement complexe. Pour autant, les services français obtiennent également plusieurs succès majeurs. L'identification de Helkad, grâce à une simple empreinte digitale, constitue l'une des avancées les plus spectaculaires de l'enquête. Les écoutes téléphoniques, les surveillances physiques et les perquisitions permettent ensuite de remonter progressivement jusqu'aux principaux complices. La coopération avec les services algériens joue également un rôle déterminant. Malgré un contexte diplomatique parfois délicat, les échanges de renseignements permettent de mieux comprendre la structure du GIA, d'identifier certains de ses dirigeants et d'établir les liens entre les cellules françaises et les commanditaires installés en Algérie. L'expérience de 1995 conduit également les autorités à revoir profondément leur stratégie. Les moyens consacrés au renseignement intérieur sont renforcés, les échanges entre police, justice et services spécialisés deviennent plus fluides. Les capacités d'analyse des réseaux terroristes sont développées. Le dispositif Vigipirate est durablement renforcé et devient un élément central de la politique de sécurité française. Au-delà de l'urgence, les attentats de 1995 marquent un changement de doctrine. Les autorités comprennent qu'il ne suffit plus de réagir après un attentat, il faut désormais identifier les réseaux avant leur passage à l'acte, surveiller les processus de radicalisation et empêcher les filières terroristes de s'implanter durablement sur le territoire national. Cette logique de prévention et d'anticipation façonnera la politique antiterroriste française au cours des décennies suivantes, notamment face aux nouvelles menaces apparues après les attentats du 11 septembre 2001, puis ceux de 2015. Les événements de 1995 auront aussi profondément transformé les méthodes des services français, dont l'organisation moderne reste largement héritière de cette période. Après plusieurs années d'enquête, des centaines d'auditions, des milliers de pièces de procédure et de nombreuses arrestations, l'heure est venue pour la justice française de juger les responsables des attentats de 1995. Le procès s'ouvre devant la cour d'assises, spécialement composée de Paris, une juridiction réservée aux affaires de terrorisme. Contrairement au procès criminel classique, il n'y a pas de jury populaire. Seuls des magistrats professionnels siègent afin de limiter les risques de pression ou d'intimidation.
Le dossier est immense. Les enquêteurs ont reconstitué le fonctionnement des cellules françaises du GIA, leur contact avec l'Algérie, leur circuit de financement, leurs déplacements et leur rôle dans la préparation des attentats. À la barre comparaissent plusieurs membres ou soutiens présumés du réseau. Certains sont accusés d'avoir fabriqué les explosifs, d'autres d'avoir fourni des logements clandestins, de faux papiers, des véhicules ou des moyens de communication. Quelques-uns contestent toute implication, d'autres reconnaissent avoir appartenu au réseau, tout en niant avoir participé directement aux attentats. Pendant plusieurs semaines, les débats reviennent minutieusement sur chaque attaque. Les magistrats entendent les enquêteurs, les experts en explosifs, les policiers scientifiques, les médecins légistes, mais aussi de nombreux survivants et proches des victimes. Leurs témoignages rappellent la violence des explosions et les traumatismes durables qu'elles ont provoqués. Pour beaucoup, les blessures ne sont pas seulement physiques. Les séquelles psychologiques demeurent parfois des années après les faits. Les audiences permettent également de mieux comprendre le fonctionnement du GIA. Les experts décrivent une organisation extrêmement cloisonnée, où chaque membre ne connaît qu'une partie de l'opération, afin de limiter les risques en cas d'arrestation. Les débats mettent aussi en évidence le rôle central, joué par les réseaux de soutien implantés en Europe, indispensables pour héberger les membres du GIA, transporter le matériel et financer les opérations. À l'issue du procès, plusieurs accusés sont condamnés à de lourdes peines de prison, certaines à la réclusion criminelle à perpétuité. La justice considère que même sans avoir déposé eux-mêmes les bombes, les logisticiens ou les complices ont rendu possible les attentats. Ces condamnations marquent une étape importante dans la lutte contre le terrorisme. Elles confirment qu'un réseau terroriste ne se limite jamais aux seuls auteurs des explosions. Derrière chaque attentat existent des recruteurs, des financiers, des fabricants d'explosifs, des transporteurs, des faussaires et des soutiens logistiques. Le procès du GIA contribue également à renforcer la doctrine judiciaire française. Les magistrats développent une approche fondée sur le démantèlement de l'ensemble des filières, plutôt que sur la seule poursuite des exécutants. Cette stratégie deviendra au fil des années l'un des piliers de la justice antiterroriste française. Pour les familles des victimes, le procès ne fait pas disparaître la douleur, mais il apporte des réponses, il établit les responsabilités, il reconstitue les faits, et il rappelle qu'au-delà de la violence aveugle des attentats, la République entend répondre par le droit, la justice et l'état de droit. L'affaire judiciaire se referme progressivement, mais son héritage, lui, va profondément transformer la politique de sécurité française pour les décennies à venir. Les attentats de 1995 ne constituent pas seulement une série d'attaques meurtrières. Ils marquent un véritable tournant dans l'histoire contemporaine de la France. Pour la première fois depuis longtemps, le terrorisme islamiste frappe durablement le territoire national. Les Français découvrent que cette menace n'est plus lointaine. Elle peut atteindre le cœur de la capitale, les transports en commun et les lieux les plus fréquentés. La première conséquence est psychologique. Pendant des mois, un climat d'inquiétude s'installe. Dans le métro, dans les gares ou dans les centres commerciaux, les voyageurs surveillent les bagages abandonnés. Les annonces de sécurité deviennent omniprésentes. Les fausses alertes à la bombe se multiplient. Le terrorisme atteint son objectif principal, semer la peur. Mais la réponse de l'État est immédiate. Le plan Vigipirate, créé quelques années auparavant, est considérablement renforcé. Des milliers de militaires, de policiers et de gendarmes sont déployés pour protéger les lieux sensibles. Gares, aéroports, écoles, bâtiments publics et monuments. Cette présence armée dans l'espace public, aujourd'hui devenue familière, trouve en grande partie son origine dans les événements de 1995. Les attentats accélèrent également la modernisation de la lutte antiterroriste. Les moyens consacrés au renseignement augmentent, les échanges d'informations entre les services deviennent plus rapides. La coopération judiciaire internationale se renforce, notamment avec les pays européens et les autorités algériennes. Les magistrats spécialisés disposent progressivement d'outils juridiques plus adaptés pour poursuivre les réseaux terroristes avant leur passage à l'acte. Au-delà de la sécurité, ces attentats influencent durablement le débat politique. Ils relancent les discussions sur le contrôle des frontières, l'immigration clandestine, la radicalisation islamiste et la coopération internationale contre le terrorisme.
Certaines mesures sont saluées comme indispensables à la protection de la population, d'autres suscitent des interrogations sur l'équilibre entre sécurité et liberté publique. Comment protéger efficacement les citoyens sans remettre en cause les principes de l'état de droit? Cette question demeure au cœur des débats jusqu'à aujourd'hui. Avec le recul, les historiens considèrent souvent que les attentats de 1995 annoncent une nouvelle époque. Ils révèlent des méthodes, cellules clandestines, explosifs artisanaux, attaques contre des civils qui réapparaîtront tragiquement dans les décennies suivantes. Les attaques du 11 septembre 2001 aux États-Unis, celles de Madrid en 2004, de Londres en 2005, puis les attentats commis en France en 2015 et 2016 s'inscrivent dans une évolution dont les événements de 1995 constituent l'un des premiers avertissements majeurs pour l'Europe occidentale. Les attentats de 1995 ne sont donc pas seulement un épisode de l'histoire française, ils représentent le moment où la France comprend que le terrorisme islamiste est devenu une menace durable, transnationale et profondément liée au grand bouleversement géopolitique de la fin du XXe siècle. 30 ans plus tard, leur héritage continue d'influencer la politique de sécurité, le renseignement, la justice antiterroriste et les débats sur les libertés publiques. Lorsque les explosions cessent, à l'automne 1995, beaucoup espèrent que la menace a disparu avec le démantèlement des réseaux du GIA. Pourtant, avec le recul, l'histoire raconte une toute autre réalité. Les attentats de 1995 apparaissent aujourd'hui comme le premier grand signal d'alarme du terrorisme islamiste contemporain en France. Ils révèlent des caractéristiques qui deviendront familières au cours des décennies suivantes. Des cellules clandestines opérant sur le territoire national, des individus radicalisés vivant en Europe, des attaques visant délibérément des civils et une volonté assumée de semer la peur au cœur des démocraties occidentales. À l'époque, ces attentats semblent exceptionnels, deviendront malheureusement le prélude à une menace durable. Après les attaques du 11 septembre 2001, la lutte contre le terrorisme change d'échelle. Les attentats de Madrid, de Londres, puis de ceux de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher, du 13 novembre 2015, de Nice ou encore de Saint-Étienne-du-Rouvray rappelleront tragiquement que la France demeure l'une des principales cibles du terrorisme djihadiste. Si les organisations évoluent, du GIA à Al-Qaïda, puis à l'organisation État islamique, certaines logiques demeurent identiques. Frapper des civils, provoquer un choc psychologique, diviser la société et affaiblir les démocraties. Les attentats de 1995 marquaient également une rupture dans la manière dont la France conçoit sa sécurité. Les renseignements intérieurs sont profondément réorganisés. La coopération internationale devient permanente. Les services antiterroristes gagnent en moyens et en compétences. Le plan Vigipirate s'installe durablement dans le paysage français. Mais ces évolutions soulèvent aussi une question essentielle. Comment protéger une démocratie sans renoncer à ses propres principes? Comment lutter efficacement contre une menace clandestine tout en préservant les libertés individuelles, l'état de droit et les garanties judiciaires qui fondent la République? Ce débat reste aujourd'hui plus actuel que jamais. Les attentats de 1995 ne racontent donc pas seulement une série d'explosions dans les transports parisiens, ils racontent le moment où la France est entrée dans une nouvelle époque, celle du terrorisme transnational, idéologique et durable, dont les conséquences continuent de façonner les politiques de sécurité, les débats publics et les relations internationales. Comprendre les attentats de 1995, c'est comprendre l'origine d'une menace qui marquera profondément le début du XXIe siècle. Car l'histoire ne permet pas seulement d'expliquer le passé, elle nous aide aussi à mieux comprendre le présent et peut-être à mieux préparer l'avenir. Vous venez d'écouter Procès Verbal. Si cet épisode vous a permis de mieux comprendre l'un des tournants majeurs de l'histoire contemporaine française, pensez à vous abonner, à partager cet épisode et à laisser un commentaire. À très bientôt pour une nouvelle enquête consacrée aux grandes affaires qui ont façonné notre histoire.